Ils ont tout lu, écouté et questionné avant même que vous ayez eu le temps d'ouvrir une notification. Francis Gosselin et Isabelle Perron. Avez-vous déjà eu une relation romantique avec un collègue ou une collègue de travail? Puis là, Sébastien, il fait un petit sourire, puis Emma fait un petit sourire, puis Oli fait un petit sourire, puis moi, je fais quand même un petit sourire aussi. Seb, t'avais-tu quelque chose à rajouter? Ben, pas tant, là, je te dirais. Mais peut-être. C'était un petit, C'était un petit sourire gêné. Un peu, c'est parce que mon amoureuse, actuellement, ça va faire 20 ans qu'on est ensemble. D'accord. Et elle faisait un remplacement dans la station de radio où je travaillais à l'époque. Et ma première journée, je tombe face à face avec elle. Je suis tombé en amour. Le coup de foudre. 20 ans plus tard, tout ça dure. Donc, ça se peut. Est-ce que je le conseille à des gens? Essayez pas ça à la maison. Je suis un professionnel. On préparait la chose un peu plus tôt aujourd'hui et on faisait un peu la recension de tous les couples qu'il y a dans cette bâtisse. Et je vous confirme qu'ils sont nombreux. J'en ai appris quelques-uns, mais j'en ai aussi divulgué quelques-uns qui n'étaient pas connus par mes collègues. Tu te lances-tu d'impotent? Je me lance pas d'impotent. Mais chose certaine, c'est une thématique toujours très d'actualité. Vous avez peut-être vu récemment le film Office Romance qui vient tout juste de sortir. Là, je pense que c'est sur Netflix avec Jennifer Lopez et Brett Goldstein. Goldstein qui a d'ailleurs été lui-même l'auteur du film dans lequel il s'est matché avec Jennifer Lopez. Si j'étais auteur de film, je me matcherais peut-être avec Jennifer Lopez. Mais tout ça pour dire donc un couple. Et donc c'est intéressant. Jennifer Lopez est la patronne. Brett Goldstein, le personnage du moins, est un employé. Donc ils tombent, ils font des voyages ensemble. Bref, vous connaissez la suite. Il y a plein d'histoires. Hein? Évidemment, Baby Girl, vous rappellerez, avec Nicole Kidman. Nicole Kidman, une femme plus âgée, la patronne, encore une fois, dans la soixantaine, qui tombe en amour avec un stagiaire, là, vraiment un jeune qui vient d'arriver, début de carrière. Puis ça pose toujours la question, c'est pas tellement l'âge, mais la question des rapports hiérarchiques comme ça, à tomber en amour avec son boss, avec sa boss, évidemment qui peut avoir une importance dans la gestion de notre carrière, dans notre rémunération, etc. Puis ça, évidemment, ça fait beaucoup jaser quand c'est des rapports hiérarchiques parce que, bon, le favoritisme, le népotisme, les promotions, puis tu sais, avec les autres collègues tout autour, comment est-ce qu'on traite ça? C'est moins pire, on dirait, quand c'est entre collègues de même niveau ou quand c'est des collègues qui n'ont pas de rapport entre eux. Je pense évidemment à Jim et Pam dans The Office, là, pour les fans de The Office. Je suis un grand fan de The Office. Puis le pire, je pense, toujours dans The Office, c'est Michael Scott avec Holly Flack, qui est la directrice des ressources humaines. Là, tu as le patron, qui est techniquement le grand chef, avec la personne qui est supposée de recueillir les plaintes, les enjeux de management, etc. Puis là, tu as le patron. Et vous rappellerez, récemment dans l'actualité, il y avait ce monsieur Andy Byron, le patron de Astronomer, qui était allé voir un show de Coldplay, je sais pas si ça vous sonne une cloche, et qui s'était fait prendre dans la Kiss Cam en train d'embrasser qui? Sa directrice des ressources humaines. Et évidemment, ça l'a explosé en plein vol. Il y a plein d'affaires là-dedans, évidemment, puis je veux pas faire trop vite le tour avant d'inviter François Renaud, qui est sexologue et psychothérapeute, à se joindre à moi pour en débattre et en discuter. Bonjour, François Renaud. Bonjour. Donc, sujet, évidemment, comme je le disais, toujours d'actualité. Est-ce qu'on voit de plus en plus de ces relations-là au travail, de moins en moins? C'est quoi un peu l'état de la situation actuellement au Québec? Je ne pourrais pas nécessairement dire spécifiquement au Québec, mais moi, ce que j'avais entendu, c'est qu'il y avait eu une baisse, en fait, des relations amoureuses qui se faisaient au travail, en partie à cause des applications de rencontres qui avaient remplacé la méthode ou la manière que les gens se rencontraient. Donc, au début, là, les applications de rencontres ou les sites de rencontres, c'était plutôt bas. Puis, dans les dernières années, là, de façon fulgurante, en fait, là, ça s'est transformé vers ça. Puis, le travail a relativement là, a diminué.
Ça reste que il y en a encore. Hein. Je nommerai pas les noms, mais on a vu ça devant nos yeux se faire récemment ici. Comment est-ce qu'on doit approcher ça quand on est soi-même, là, l'une des deux parties, là, c'est-à-dire on tombe en amour ou on entre dans une relation avec un collègue de travail? C'est quoi y a-t-il des choses à penser, des pratiques à respecter, des choses à éviter, évidemment? Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui nous écoute, là, qui débute ou qui pense débuter une relation avec un collègue de travail? Ben, un peu comme tu l'as mentionné, tu as mentionné quelques exemples, là, soit fictifs ou même réels, là, de gens qui ont eu des relations avec des collègues qui peuvent créer certaines problématiques. Là. Donc, de plus en plus, là, les ressources humaines ou les employeurs là, ont un certain cadre ou des protocoles à suivre en ce sens-là. C'est sûr que ça dépend où tu travailles. Là. Il y en a, c'est plus organisé. Il y en a, c'est comme des plus petites boîtes. Fait que c'est pas quelque chose nécessairement là, qu'on va trop penser. Mais c'est sûr que tu dois peut-être t'informer par rapport à c'est quoi peut-être là, les politiques en ce sens-là. Généralement, là, la politique, c'est que les ressources humaines soient mises au courant. Là. Fait que c'est pas le but, c'est pas d'empêcher les gens là, d'avoir des relations, mais déjà d'avoir une idée de comment ton employeur voit la situation, ou du moins l'entreprise. Puis là, il y a toute la question aussi du différents degrés d'hierarchie que tu peux avoir. Donc, dans les dernières années, avec le mouvement #MeToo, tout ça, on a pris conscience parfois là, des différences de pouvoir qu'on peut avoir, des commentaires peut-être qu'on considérait tout à fait normal qu'aujourd'hui on considère étant un peu du harcèlement sexuel ou des commentaires inappropriés, parce que tu peux avoir des commentaires inappropriés puis aussi tomber dans le harcèlement, mais c'est pas nécessairement la même chose. Mais il faut effectivement considérer, est-ce que je suis dans une posture où la personne pourrait se sentir mal à l'aise de refuser des commentaires, etc. Idéalement, ce que tu veux peut-être faire, c'est garder ce genre d'approche-là peut-être plus à l'extérieur de les heures de travail. C'est peut-être pas à la job que tu devrais commencer à séduire de façon très intense. Évidemment, tu vas peut-être démontrer là, ton intérêt, mais tu veux peut-être minimiser un peu là, comment tu vas faire ton approche initialement pour pas mettre effectivement quelqu'un mal à l'aise qui va peut-être devoir te rejeter aussi. Puis il va devoir comme te côtoyer quotidiennement. Puis je voulais, puis tu m'emmènes exactement là où je voulais qu'on en discute, parce que c'est très compliqué, j'ai l'impression, surtout avec ce qu'on a dit là, MeToo, puis bon, tout ça qui nous a rendu beaucoup plus conscients de problématiques là, qui sont avérées. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on assiste à énormément de retenue, parce que même de flirter, ça peut être, du point de vue de quelqu'un qui veut pas entrer dans une relation, être perçu comme inapproprié. Et donc, ultimement, tu sais, au début, on ne sait jamais si l'autre partage nos sentiments. Faut quand même s'essayer une première fois. Mais cette première fois-là, elle peut rapidement être vue comme quelque chose qui n'a pas sa place au travail, puis qui est inapproprié, puis mener à des accusations, alors que dans les faits, ramenons-nous il y a 15-20 ans, tu sais, on flirtait, puis bon, ça pouvait mener à rien, puis tout ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si on avait jeté le bébé avec l'eau du bain. J'aimerais t'entendre, mettons, un conseil là, pour ceux qui nous écoutent. Vous avez quelqu'un dans l'œil, vous voulez faire ça dans les règles de l'art, tu dis en dehors des heures de travail, première leçon. Y a-tu des autres considérations à retenir avant d'approcher un collègue ou une collègue de travail? Oui, ben, je pense que pour moi, la séduction, il y a une certaine gradation. Tu sais, comme tu commences pas avec des commentaires ultra sexuels au début, surtout pas peut-être au travail. Tu sais, il faut qu'on n'est pas dans un contexte de bar où les gens, effectivement, sont peut-être à la recherche d'un partenaire. C'était souvent un endroit où les gens pouvaient s'attendre à un certain flirting, dating, tout ça. Fait que tu veux y aller de façon graduelle. Tu veux voir, est-ce qu'il y a un certain intérêt pour cette personne-là quand tu as des conversations? C'est-tu quelqu'un qui a de l'air intéressé, qui vient vers toi aussi de temps en temps? Tu sens-tu qu'il y a une forme de chimie? Puis quand tu sens effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là, ben là, tu peux effectivement tranquillement peut-être plus escalader ton intérêt. Mais c'est sûr que la séduction vient toujours avec un certain risque, de moi, je démontre mon intérêt, puis finalement, je me suis trompé, c'était peut-être seulement amical ce que l'autre ressentait. Fait qu'il faut gager un peu finalement là, notre approche à ce niveau-là. Puis je suis d'accord avec toi, effectivement, que depuis là, qu'on a pris conscience de certaines dynamiques
problématique. Il y a certaines personnes qui sont tombées un peu dans la retenue, puis même des fois la surréaction peut-être à des approches qui peuvent être tout à fait adéquates, où on fait juste démontrer son intérêt, puis c'est immédiatement peut-être perçu comme étant problématique. Moi, la différence que je vais faire, c'est si je fais une avance, qui est somme toute pas inappropriée, trop ultra sexuelle, par exemple, puis que je fais juste démontrer mon intérêt, puis l'autre personne démontre son désintérêt, bien là où le harcèlement pour moi commence, c'est quand je vois le désintérêt et je perpétue mon approche. Persiste, je comprends. C'est souvent appris dans les médias, là, dans le sens, quand on regarde les films de romance, c'est souvent ça. Au début, la personne n'est pas super intéressée, puis là, plus l'histoire avance, puis qu'on s'acharne, finalement, l'autre personne, finalement, s'intéresse. C'est comme si le modèle qu'on nous montrait, c'était comme vraiment pas ça qu'il fallait faire, finalement. Quelqu'un nous écrit, François de la Prairie, c'est très malaisant lorsque le couple se sépare. Je l'ai vécu, nous dit-il. As-tu des conseils à donner, justement, parce que c'est beau tomber en amour et partager des souhaits, les choses, toute bonne chose a une fin, comme on dit. Comment on gère potentiellement le désamour quand on reste deux collègues dans un milieu de travail? Y a-tu des pratiques un peu à réfléchir de ce côté-là? Bien, si tu as effectivement un partenaire avec qui tu travailles, je pense que c'est une conversation qui devrait avoir lieu pendant la relation, surtout si elle devient sérieuse, même au début, de qu'est-ce qui arrive si notre histoire comme se termine. C'est un peu drabe parfois de parler de rupture pendant que tu es en train de développer ton sentiment amoureux. C'est comme parler du testament, puis de... Oui. Ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que c'est le parfait exemple. Mais il faut quand même considérer que ça reste des possibilités, puis il y en a qui le font, qui ont ces discussions-là, puis c'est généralement ceux qui minimisent justement un peu les dégâts ou les difficultés que ça peut avoir dans leur relation, mais aussi pour les collègues alentours. Là. C'est pas juste malaisant parfois pour le couple, ça peut être malaisant aussi pour les gens autour qui ont des amis communs, qui ont des amis, des collègues communs, qui travaillent sur les mêmes projets. C'est un peu pourquoi là, les RH maintenant, ils veulent être mis au courant pour justement... Il y a un protocole souvent aussi après que la relation s'est terminée, surtout selon la hiérarchie, puis qui travaille avec sur quoi, etc. Fait que c'est souvent ce qu'on veut prévenir en ayant cette information-là pour l'employeur, mais c'est d'avoir la discussion préalablement. Puis si elle n'a pas eu lieu, ben c'est toujours de penser que c'est quoi la manière la plus constructive et la plus mature qu'on peut gérer cette situation-là. Puis parfois, on peut avoir été blessé dans cette relation-là, il y a peut-être même eu infidélité avec un autre ou une autre collègue dans le bureau. Fait que là, on parle d'un triangle très complexe. Fait que des fois, le niveau de maturité peut drastiquement diminuer quand on est blessé, on n'est pas très content, on est frustration ou insatisfaction envers l'autre personne. Il y a toute la question que on va voir aussi potentiellement cette personne-là avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe éventuellement qui va se présenter au travail. Fait que toute la notion de jalousie puis tout ça. Fait que c'est ça qu'il faut avoir préparé, ou du moins, si on décide de mettre fin à la relation, c'est peut-être le moment d'en parler. De ne pas faire comme, ben regarde, on va voir comment ça se passe, puis on se croise les doigts que ça va bien se passer. C'est important d'avoir justement la discussion de, regarde, on travaille ensemble, qu'est-ce qu'on fait pour pas, je vais dire le mot, le mettre la marde un peu au travail. J'ai une auditrice qui nous écrit, qui demande si on constate qu'un couple se forme et qu'il ne le dévoile pas, est-ce qu'il faut le rapporter? Est-ce qu'il faut délater ses collègues? Bonne question. Je t'avoue, je ne sais pas si je suis peut-être la meilleure personne pour parler de ça. Là. Je pense que c'est une question pour le RH. Il n'y a aucune obligation, là, je pense, légale ou même au niveau de ton travail. Je pense que c'est peut-être d'approcher le couple comme tel puis leur demander pourquoi ils ne veulent pas le faire. Il y a peut-être des raisons aussi pourquoi ils ne veulent pas le faire. Des fois, c'est parce que le stade du couple en ce moment ne requiert pas nécessairement de le faire. On ne veut pas toujours annoncer toutes les dates qu'on a avec les gens de notre entourage à notre employeur au RH. Des fois, il y a une question de on n'est pas à l'aise de le dévoiler pour des raisons personnelles. Fait que je pense qu'il faut peut-être respecter aussi le choix que les gens vont faire par rapport à ça. Puis il y a peut-être des circonstances dans lesquelles on ne sait pas nécessairement. Là. À moins qu'on voit que ça crée effectivement peut-être là, du favoritisme, là, comme tu faisais référence tantôt, puis que cette personne-là commence à avoir des promotions, puis des choses qui les favorisent pour toutes sortes de raisons, mais que personne n'est au courant de la relation, mais toi tu l'es.
là, c'est peut-être effectivement pertinent de se questionner ou peut-être le rapporter à ce niveau-là si on voit qu'il y a peut-être une forme d'abus de pouvoir peut-être là, dans ces circonstances. Puis c'est sûr que quelle que soit notre position dans tout ça, qu'on soit un observateur, qu'on soit l'une des personnes, qu'on soit un dirigeant, qu'on soit aux ressources humaines, il y a toute une question de gestion de risque là, dans tout ça parce que ce qu'on a dit, le favoritisme, séparation, évidemment, on veut s'assurer de minimiser les dangers pour l'entreprise. Puis je finis en rappelant cette drôle d'histoire qui a eu lieu en début d'année aux États-Unis. C'était un ancien de la banque JP Morgan Chase qui avait accusé son ancienne patronne d'avoir fait de lui un esclave sexuel. Je ne sais pas si tu avais vu cette affaire-là. Et il y avait énormément de blagues, puisque c'était une jolie dame, là, on va dire ça comme ça. Beaucoup de blagues sur X, notamment, qui disaient comment est-ce que je peux appliquer pour l'emploi. Bref, c'est de l'humour un peu de bas étage, mais tout ça pour dire que c'est un sujet, évidemment, de grande importance, peut-être à réfléchir avec vos vacances. Merci beaucoup, François Renaud, sexologue et psychothérapeute, d'avoir été avec nous. Bonne journée à toi.